Voilà. Bon après-midi, messieurs, dames. Donc, je suis Margaretha Tengberg du Muséum d'histoire naturelle. On va commencer l'après-midi avec quelque chose de sucré, avec le palmier dattier. Donc, je suis le héros sans rival. Alors, c'est ainsi que le palmier dattier se décrit lui-même dans un fameux débat ou dispute, c'est un genre littéraire, qui nous provient de la Mésopotamie, écrit en sumérien, mais avec une écriture cuneiforme, et daté du 3e millénaire avant notre ère. Alors, il se dispute avec un pauvre Tamari, notre arbre emblématique du sud de la Mésopotamie, au sud de l'Irak, qui est le plus utile, qui est le plus formidable. Et le palmier dattier, il vante sa suprématie en énumérant toutes ses qualités et toutes les utilisations qu'on en fait. Alors il dit, qu'est-ce qui ne vient pas dans moi, dans la maison du roi? Le roi mange sur une table qui vient de moi, la reine boit dans un gobelet qui vient de moi, le guerrier mange dans une gamelle qui vient de moi, le cuisinier prend la farine d'une mets qui vient de moi, je suis donc le tisserand qui fait les cordes et le tailleur qui habille l'ouvrier, je fournis les instruments du service de Dieu, je suis le grand exorciste qu'au fertilise la demeure de Dieu, je te suis supérieur, je te surpasse 6 fois, je te domine 7 fois, alors pauvre Tamari, en parenthèse, l'orphelin et la veuve mangent sans se priver de mes dattes. Donc, il montre dans ce texte, cette dispute imaginaire, donne toutes ces utilisations et montre indirectement l'importance du palmier dattier dans la Mésopotamie ancienne. Alors, ces différentes utilisations, elles sont toujours les mêmes dans les sociétés traditionnelles, dans les régions arides, chaudes et arides de l'Ancien Monde, en Afrique du Nord, en Arabie, au Moyen-Orient. Et c'est vrai que le palmier dattier a multiples utilisations. On pense d'abord aux fruits, évidemment, qui sont une source de nourriture très importante dans ces régions, très nutritifs, mais il y a aussi beaucoup d'autres utilisations. Toutes les parties, en fait, sont employées pour différentes fins. Les feuilles, les folioles et les fibres pour des cordes et des vanneries, les stipes et les rachis ligneux des feuilles comme bois d'œuvre, entre guillemets. Et il y a une utilisation qu'il ne faut pas oublier, qui est très importante dans ces régions où il y a souvent peu de combustible, et c'est l'utilisation de ces parties ligneuses comme une source de combustible. Alors, utilisation traditionnelle, et c'est des utilisations que nous retrouvons aussi archéologiquement sous forme de vestiges archéobotaniques, des restes de végétaux qui sont préservés dans les sites archéologiques de différentes façons, souvent carbonisés, mais aussi minéralisés, desséchés, et qui témoignent de l'importance du palmier dattier dans des périodes anciennes. Ici, vous avez quelques exemples qui datent à partir du 3e millénaire, mais aussi des périodes plus récentes de l'utilisation comme combustible, comme pour les vanneries, comme source d'alimentation. Alors, le palmier dattier n'est pas seulement utile par ses différentes parties, mais constitue aussi la pièce maîtresse dans un agrosystème très spécifique, qui est la palmeraie, ce qu'on associe souvent avec l'oasis, même si l'oasis a un sens souvent plus large. Et traditionnellement, le palmier dattier constitue donc la clé de voûte de cet agrosystème et contribue à un microclimat qui permet la culture d'un vaste éventail d'autres productions végétales. On parle d'une culture étagée sur plusieurs étages avec des plantes annuelles, d'autres arbres fruitiers, etc. Et ça, c'est un agrosystème très bien adapté, un agrosystème intensif très bien adapté aux conditions arides. Et c'est le seul agrosystème dans des vastes régions où on ne peut pas cultiver autrement que par l'irrigation et par cette concentration de production sur une surface très, très réduite, parce que les températures sont telles et l'évaporation et le manque d'eau fait qu'on ne peut pas pratiquer d'autres types d'agriculture. Alors, l'importance à la fois dans l'agrosystème
et comme source de divers produits du palmier dattier est évidemment reflété aussi dans l'iconographie de différentes périodes. Et on trouve le palmier dattier représenté sur des supports très variables dans l'Orient ancien, à la fois comme espèce végétale, je dirais, qui est représentée de façon assez naturaliste, comme ici en haut à gauche, mais souvent aussi comme une image de concept, un élément de rituel, un symbole de fertilité souvent, et très souvent associé aux divinités de fertilité, évidemment, et associé presque systématiquement avec l'eau avec qui ils fonctionnent ensemble. Alors, le palmier dattier, Phoenix dactylifera en latin, donc c'est une espèce du tribu monogénérique des Phoenicacées et qui appartient à la famille des palmiers. Donc, le palmier dattier, ce n'est pas un arbre dans le sens véritable de la botanique, mais une monocotylédone, donc qui ne forme pas de véritable bois, même si on utilise les parties ligneuses telles quelles. Et le palmier dattier, Phoenix dactylifera, fait partie du genre Phoenix, qui comporte 13 autres espèces qui connaissent une distribution qui va de Taïwan, Philippines, Sumatra à l'est, jusqu'aux îles Canaries et Cap-Vert à l'ouest. Donc, vous voyez ici la distribution approximative. Vous pouvez voir que c'est une carte qui n'est pas très, très précise, mais qui montre à peu près la distribution de ces 14 différentes espèces. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le palmier dattier, qui est cultivé donc de l'ouest de l'Inde jusqu'à la côte atlantique de l'Afrique du Nord, recoupe, pour la distribution du palmier dattier, recoupe celle d'autres espèces. Il y a pas mal de régions où le palmier dattier pousse de façon sympatrique avec d'autres espèces. Toutes ces espèces du phénix sont interfertiles, donc il y a des hybridations qui sont possibles. Il y a aussi beaucoup d'hybrides entre les différentes phénix qu'on trouve souvent, ou très souvent, dans les jardins des hybrides ornementales, mais il peut aussi y avoir des hybridations naturellement dans ces zones de contact, ces zones de sympatrie. Alors, les différentes espèces sont proches morphologiquement. Le genre phénix est très reconnaissable par différents aspects, notamment par les feuilles pennées, un peu en plumes. Il y a beaucoup d'espèces qui sont très proches morphologiquement et même à un tel point qu'ils sont difficiles à distinguer. Par exemple, entre le Phoenix sylvestris qui pousse dans l'ouest de l'Inde et le Phoenix dactylifera, la distinction n'est pas très évidente. Phoenix theophrasti, qui a une distribution très limitée, Crète et le sud-ouest de la Turquie, est très proche aussi de Phoenix dactylifera, à un tel point qu'on pensait que Théophrastie était une forme ensauvagée du palmier dattier cultivé. Alors, cette interfertilité, les hybridations nombreuses et la proximité morphologique a été à l'origine d'un certain nombre d'hypothèses sur la domestication du palmier dattier. Alors, certains chercheurs ont pensé que le palmier dattier cultivé était peut-être issu d'une autre espèce sauvage, et notamment on a parlé beaucoup de Phoenix sylvestris, qui est très proche, et qui pousse aussi, ont des distributions assez qui se touchent, ou Canariensis ou Atlantica. Une autre hypothèse, c'est l'hybridation entre deux espèces sauvages qui ont donné le palmier dattier cultivé. Et évidemment, il y a aussi l'hypothèse d'une domestication d'un palmier dattier sauvage qui aurait donné l'espèce cultivée. Alors le problème, je vous dis tout de suite, on va revenir à ça tout à l'heure, c'est qu'on connaît peu ou pas de véritables palmiers dattiers sauvages. Et ça, c'est un des principaux problèmes. Alors, les études génétiques, et voici une de celles-ci, publiée récemment par Jean-Christophe Pinto et al., ont démontré que le Phoenix dactylifera est effectivement une espèce
à part, une espèce propre, et qui se distingue bien génétiquement des autres espèces. Il est proche d'Atlantica et de Sylvestris, mais il y a une vraie distinction et il n'y a pas seulement l'étude de Pinto, mais aussi d'autres chercheurs qui montrent que Phoenix dactylifera n'est pas le résultat d'une hybridation ou de la domestication d'une des autres espèces du phénix, mais vient d'une domestication de Phoenix dactylifera sauvage. Ces études, alors la question qui peut se poser maintenant, c'est le lieu de cette domestication, évidemment. Et là aussi, les études génétiques indiquent très clairement dans le pool dans les pools des dattiers cultivés actuellement dans cette aire de distribution, deux populations qui se distinguent clairement génétiquement avec deux haplotypes avec un type oriental qui est présent surtout au Moyen-Orient et un type clairement occidental ou qui s'appelle occidental qu'on trouve plus en Afrique du Nord. Donc l'hypothèse maintenant, c'est donc qu'il y a eu au moins 2 événements de domestication mis en culture de palmiers datés au cours de l'histoire, une fois au Moyen-Orient, à l'est, et une fois plus à l'ouest. Et après, il y a eu aussi des introductions des cultivars, notamment du Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et on voit la présence de ce patrimoine chez les cultivars africains. Alors, sur cette carte, on voit certains points en blanc que vous voyez ici, et ces points en blanc représentent des localités, on pense où des auteurs ont identifié des populations de palmiers dattiers qu'ils pensent être authentiquement sauvages, qui ont un mode de fonctionnement sauvage qui semble ne pas être issu des cultures. Mais en fait, la distinction est très très difficile parce que sur toute l'ère de culture de palmiers dattiers actuellement en Asie et en Afrique, il existe de très nombreuses populations ensauvagées des palmiers qui ont échappé aux cultures, des féraux, on pourrait dire, qui brouillent complètement l'image et on n'est pas certain de connaître vraiment des populations, comment dire, authentiquement sauvages, c'est-à-dire qui ne viennent pas de la culture. Et on a ces populations probablement sauvagées, ici par exemple en Oman, et des dattiers spontanés au Pakistan. Si on peut se poser la question de l'origine de cette palmeraie-là, là c'est clair qu'il s'agit des palmiers qui ont été semés par les oiseaux, par les hommes même, c'était des palmiers qui sont spontanés près d'une route. Et le problème, c'est que dans toute cette zone, depuis des millénaires, on cultive le palmier dattier et c'est difficile de faire la part de sauvages et de cultivés domestiques. Alors, quelle est la différence donc d'un palmier sauvage ou une population de palmiers sauvages et une population de palmiers domestiques? Qu'est-ce que c'est un palmier domestiqué? Alors, la première différence tient au mode de reproduction. On a vu ça déjà ce matin pour l'olivier, par exemple, et c'est le vrai pour d'autres, et pour le pommier aussi, c'est vrai pour beaucoup d'arbres fruitiers. Dans la nature, le palmier dattier connaît 2 modes de reproduction, comme souvent, donc la reproduction sexuée par graines et la reproduction végétative. Et comme pour les autres arbres fruitiers, la reproduction sexuée, c'est comme une espèce allogame, anémophile, et une espèce qui est aussi très fortement hétérozygote, fait que le résultat de la reproduction sexuée est très peu prédictible. Donc, comme pour les autres arbres fruitiers, on a opté dans la culture pour une reproduction végétative qui est assez facile à opérer par le prélèvement de rejet qui se forme à la base des stipes et qu'on sélectionne et qu'on prélève et qu'ensuite on plante. Donc, c'est un système de reproduction par clonage avec la reproduction des mêmes caractéristiques du palmier mère qu'on peut reproduire encore et encore. Alors, on a cette représentation du 3e millénaire avant notre ère qui est unique dans son genre, malheureusement fragmentaire, mais qui montre peut-être une scène de
de prélèvement, de rejet pour la plantation. Et c'est le seul scène que je connaisse, qui est vraiment une scène agronomique, si c'est ça, et qui montre ce type d'activité. Alors une autre différence entre les palmiers sauvages et les palmiers cultivés est dans le mode de pollinisation. Alors, c'est une espèce dioïque avec des palmiers mâles et des palmiers femelles. Dans la nature, la pollinisation est anémophile par le vent. Dans la nature, le ratio entre les sexes est à peu près 1 à 1, donc moitié palmier femelle et moitié palmier mâle. Mais évidemment, dans une palmeraie cultivée, on s'intéresse essentiellement aux palmiers femelles qui portent les fruits et pas tellement aux palmiers mâles qui produisent le pollen, mais qui évidemment ne portent pas de fruits. Donc, dans un palmeraie cultivé, on va privilégier les palmiers femelles, on va garder très peu de palmiers mâles qui vont servir à la pollinisation, mais évidemment, quand il y en a beaucoup moins, souvent c'est 1 pour 30, 40 palmiers femelles, la pollinisation anémophile ne fonctionne pas très bien. Donc, l'homme s'est substitué au vent pour assurer une pollinisation artificielle. C'est une pollinisation dans laquelle on prélève les fleurs mâles avec le pollen. On monte dans chacun des palmiers pour mettre le pollen directement sur les fleurs femelles pour provoquer la fécondation et ensuite la fructification. Alors, ces pratiques-là, la pollinisation artificielle, c'est des pratiques qu'on connaît depuis des périodes anciennes. On les connaît d'abord à partir des textes, donc on est au 3e millénaire avant notre ère, toujours dans le sud de la Mésopotamie. Mais ce sont des pratiques qui ont pu exister avant, mais on n'a pas de dates. Mais on sait qu'au moins à partir du 3e millénaire, on pratique ce type de pollinisation qui est parfois représenté aussi dans l'iconographie et en tout cas dans les sources textuelles. Alors, ça c'est les principales interventions humaines dans le cycle du dattier. Et après, évidemment, il y a toute une série d'agissements dans la culture du palmier qui sont là pour augmenter la production de fruits, le bien-être du palmier, etc., avec l'élagage des feuilles, l'irrigation, l'apport d'engrais, etc., qui sont des choses qu'on peut éventuellement détecter aussi pour le passé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'élagage des feuilles, c'est une pratique ancienne parce qu'on trouve beaucoup de restes de feuilles dans les foyers, par exemple, comme combustible sur les sites archéologiques. Donc, on sait que c'est quelque chose qui était certainement pratiqué depuis des périodes très anciennes. Voilà quelques éléments sur la domestication à partir de données génétiques et des données générales sur l'écologie et la gestion des palmiers. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant à partir des données archéologiques dont nous disposons? Alors, les attestations les plus anciennes de la consommation de dattes nous proviennent de la région du Golfe Persique et datent de la fin du 6e millénaire avant notre ère. Et en fait, il y a 2 sites archéologiques où des archéologues ont trouvé des noyaux de dattes ou des graines de dattes carbonisées. Un des sites, c'est Dalma, à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, et l'autre se trouve au Koweït, ici, qui s'appelle Sabia. Et ce qui est important sur ce site, c'est qu'on a trouvé des graines de dattes et on les a datées par la méthode de C14, donc on est sûr de ces dates anciennes. Alors, ces noyaux de dattes étaient trouvés dans des sites néolithiques qui sont finalement des sites qui ne sont pas très permanents, c'est des structures légères sur la côte. Et on pouvait se demander si sur ces sites qui est apparemment lié à l'exploitation du milieu marin, à la pêche, il y a beaucoup de restes de poissons. Et il y avait aussi un peu de céramique, un peu d'animaux domestiques, mais pas d'autres traces d'agriculture. On pouvait se demander est-ce que ces noyaux de dattes consommés ici par les gens étaient cueillis sur des dattiers sauvages ou cultivés. Est-ce que le dattier était déjà domestiqué ou cultivé au 6e millénaire, à la fin du 6e millénaire avant notre ère? Alors, ces graines de dattes de Sabia ici ont été soumises à une étude
de morphométrie géométrique réalisé par Muriel Gros-Balthazar dans le Centre de bioarchéologie et écologie à Montpellier, sous la direction de Jean-Frédéric Terral, si pressant. Elle a comparé la forme de ces graines de date à la forme de tout un référentiel moderne composé de graines de date de cultivars, mais aussi des graines de date des populations spontanées qui poussent de façon sauvage, en Oman notamment. Et la forme des dates de Sabia très rapprochée, ou se rapproche fortement de la forme des dates sauvages, des graines sauvages actuelles. Donc, il est très probable qu'ici, il s'agit de cueillettes au 6e millénaire avant notre ère. Et on a le même phénomène ici, au Pakistan, dans l'extrême ouest du Pakistan, ou dans la province de Makran, au 4e et 3e millénaire avant notre ère. Alors, ça, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y avait dans ces régions, au néolithique et après, des populations de dattiers sauvages. On a du mal à identifier les dattiers sauvages actuellement, mais on sait, on émet l'hypothèse qu'il y avait des populations de dattiers sauvages dans ces régions à cette époque-là. Alors, pour les périodes un peu plus tardives, il n'y a pas eu encore d'études morphométriques, mais dans le sud de la Mésopotamie, ce qu'on appelle la basse Mésopotamie, donc c'est une région extrêmement bien adaptée écologiquement aux palmiers dattiers. C'est une région chaude, aride, mais où il y a quand même beaucoup d'eau. On est dans la région de Châtel arabe, le delta de Tigris et de l'Euphrate, où le palmier dattier pousse très très bien. Et sur certains sites ici, il y a peu de sites qui ont été fouillés et sur lesquels on a prélevé des restes archéobotaniques, parce que ces sites ont été fouillés avant, souvent, qu'on utilise l'archéobotanique, les techniques de l'archéobotanique. Et évidemment, après, depuis 30 ans, on ne fouille plus dans le sud de l'Irak, comme vous pouvez l'imaginer. Mais il y a quand même le site de Tel el-Waili ici, au 5e millénaire, où il y a de nombreux restes de graines de date. Il y a aussi des fragments de stipes, des feuilles, ce qui indique plutôt qu'on est dans un contexte où il y a peut-être une culture du palmier dattier. Et pour le moment, avec les données actuelles archéologiques, qui sont, je le signale très fortement, sont très lacunaires, très fragmentaires, mais pour le moment, on a l'impression que la phéniciculture la plus ancienne serait en basse Mésopotamie, au sud de la Mésopotamie. Mais il faut savoir qu'on ne sait pratiquement rien de ce qui se passe ici, côté iranien par exemple, où des conditions sont aussi très propices, ou ici, dans le sud-est de l'Iran, où on a aussi des conditions qui sont semblables. Donc, c'est selon l'état actuel de la recherche. Quand on avance un peu dans le temps, au 3e millénaire avant notre ère, à partir de 3000 à peu près, on est à peu près sûr qu'il y a la culture du palmier dattier, et pas seulement en Mésopotamie, mais on voit une diffusion de la culture du palmier dattier sur l'ensemble du Moyen-Orient, tout autour du Golfe Persique, en Iran, au sud de l'Irak, dans les pays du Golfe. On voit aussi apparaître du palmier dattier en Jordanie. Et en Égypte, ça serait un peu plus tard. Et en fait, la phéniciculture prend son essor en Égypte, surtout au milieu du 2e millénaire, au moment du Nouvel Empire. Et c'est donc apparemment, pour le moment, un peu plus tard que dans la région du Golfe Persique. Alors, cet essor de la phéniciculture est associé à un développement général des sociétés dans ces régions, l'urbanisation, le commerce à longue distance, le commerce de cuivre, par exemple. Et il est fort possible que la diffusion de la phéniciculture, de ces agrosystèmes de palmeraie, était liée aussi, ou a été répandue avec tous ces échanges, tous ces contacts entre régions. C'était une sorte de première mondialisation, si on peut dire, au cours du 3e millénaire avant notre ère. Le palmier dattier était donc important pour différentes raisons, et je pense qu'il ne faut pas négliger son importance comme édulcorant, comme source de sucre très, très, très importante, même s'il est difficile de trouver des traces
de cette importance, mais on peut imaginer que dans les échanges, les fruits et les produits sucrés du dattier ont pu jouer un rôle. Et on trouve par exemple un peu plus tard, au deuxième millénaire avant notre ère, ce genre d'installation sur certains sites. Ça c'est à Bahreïn, donc dans une île du Golfe Persique. C'est ce qu'on appelle un madbassa localement, et on trouve les mêmes choses actuellement, traditionnellement. Et c'est ces tubes à date qui sont utilisés pour produire une mélasse de date qu'on peut ensuite transporter, utiliser comme produit sucrant. Alors pour terminer, pour toutes ces périodes, à partir du 3e millénaire, on connaît à partir des textes, les textes cuneiformes, et on connaît aussi de l'archéobotanique, l'existence de palmeraies avec des systèmes de polyculture, avec des productions diverses et variées. Donc ce système étagé que je montrais au début, avec palmiers, arbres fruitiers et production annuelle au niveau du sol. Et ici, quelques exemples un peu plus tardifs de la diversité, qui est évidemment aussi fragmentaire, parce que les données que nous avons dépendent de la préservation des restes, mais ça donne une petite idée des choses qu'on cultivait dans les palmeraies, dans les siècles avant et après notre ère. Donc, à part le palmier dattier, il y avait aussi d'autres arbres fruitiers, vignes par exemple, grenadiers, et des céréales, des légumineuses, et des productions d'autres, de certaines plantes d'été, comme le sésame, et le coton, qui est une question très importante qu'on va entendre tout à l'heure, parler plus. Donc il y avait déjà ce système de polyculture, mais qu'on connaît dès le 3e millénaire, mais pour lequel on a plus de données au 1er millénaire avant notre ère. Alors pour conclure, je voudrais faire un peu de publicité pour une publication sur le palmier dattier, qui est en accès libre en ligne, dans la revue d'ethnoécologie. Donc vous pouvez consulter et télécharger les articles qui traitent du palmier dattier de différents points de vue, à la fois morphométrie, biogéographie, ethnobotanique, irrigation, etc. Donc il y a une série de sujets qui sont traités et qui émanent en partie d'un projet ANR qui avait associé le Muséum d'histoire naturelle, le Centre de bioarchéologie et d'écologie de Montpellier et l'Institut français d'archéologie orientale de l'IFAO du Caire autour du thème du palmier dattier. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On a du temps pour plein de questions. Donc, Juste une question. Tu as parlé donc d'une multiplication asexuée accrue. Est-ce qu'il y a des traces d'une capacité à drageonner ou à faire des rejets accrus dans un compartiment domestique, au moins d'un point de vue phénotypique? Est-ce qu'il y a une différenciation du mode de reproduction biologique ou c'est juste l'utilisation qu'on en fait? Dans certains groupes, vous voulez dire qu'il y a... Dans certaines populations Non, ça je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. Il y a, par exemple, quand on parlait de la possibilité que le palmier dattier soit issu du palmier sylvestris, par exemple, le sylvestris ne produit pas de rejet, par exemple. Donc ça aurait été, c'est vraiment un argument contre oui. C'est très difficile oui, ça c'est quelque chose qui est difficile à voir archéologiquement, évidemment, c'est pas possible, mais génétiquement, je ne sais pas si ça a été étudié. Alors, ce que je voulais dire aussi, j'ai parlé de la reproduction végétative qui domine, mais en fait, ce n'est pas le seul mode de reproduction dans les palmeraies non plus, parce qu'il y a, on utilise aussi les francs pour diversifier le pool des palmiers cultivés. Donc, la reproduction végétative n'est pas exclusive. Et ce fait qu'on peut diversifier génétiquement et phénotypiquement ce qu'on cultive dans les palmeraies. Oui, une question. Comment ont été ou comment sont sélectionnés les palmiers mâles dans les palmeraies? Sur quels critères? Sur des critères
Alors au début, je ne sais pas évidemment sur les critères, mais il y a des critères pour la pollinisation qui sont utilisés maintenant. Il y a beaucoup d'études et aussi des connaissances empiriques du rôle du pollen pour la qualité des fruits qui joue un rôle. Donc je pense qu'empiriquement, on a choisi selon le résultat de la pollinisation. Et après, il y a aussi évidemment des connaissances de multiplication des palmiers mâles qui sont considérés comme des bons pollinisateurs. Et ça, il y a tout un commerce avec des palmiers mâles et de clonage aussi du palmier mâle. Donc il n'y a pas que le clonage des palmiers femelles, mais aussi le clonage des palmiers mâles qui sont considérés, on appelle ça les dochar, les palmiers mâles de pollinisateurs, qui sont considérés comme des bons pollinisateurs. Qu'est-ce que c'est les mécanismes de détermination du sexe? Est-ce qu'on connaît les mécanismes de détermination du sexe, un mécanisme chromosomique? Je vais regarder. Je peux donner un petit coup de main à l'État, mais je n'ai pas de réponse à apporter à ce niveau-là parce que le mécanisme du sexe est probablement génétique, mais est en cours d'étude justement, a été un gros projet de recherche développé par l'IRD, notamment le pôle de Montpellier. Voilà. Alors, c'était pas une question complètement stupide. J'avais aussi une question un petit peu sur la phylogéographie. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres projets pour affiner un petit peu cette étude, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, vous dites que vous avez 2 lignées chloroplastiques. C'est bien ça. Mais je n'étais pas convaincu avec l'idée qu'il y a une forme de l'Est et de forme de l'Ouest, dans la mesure où vous n'avez pas suffisamment de polymorphisme en fait pour l'étayer. Et si on regarde bien, en fait, les 2 variants chloroplastiques, on les trouve à la fois chez Atlantica ou chez le Sylvestris. Alors, ce n'est pas vraiment ma spécialité, c'est Jean-Christophe Pinto, mais il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur le palmier dattier. Et c'est un domaine très, très dynamique et complexe, parce qu'il y a ce grand complexe de palmiers ferro, cultivés, peut-être sauvages ou pas, des hybrides, etc. Donc, je pense que ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Ça, c'était... c'est une étude assez limitée, ce qu'il dit aussi, Jean-Christophe Pinto, que c'est un début, mais je pense qu'il y a... Et c'est un domaine qui évolue très vite, il y a beaucoup de travaux là-dessus en ce moment, à la fois intraspécifique et interspécifique, et aussi sur les variétés et la diversité génétique à l'intérieur de populations, des palmeraies, etc. En tout cas, moi, je suis convaincu que ça mérite d'être vraiment affiné et je suis sûr que ça va donner des résultats vachement intéressants. Oui, certainement. Oui. Il y a beaucoup de travaux, évidemment, dans les pays du Golfe maintenant. Ils s'intéressent beaucoup à la renaissance du palmier dattier. Je ne sais pas si vous avez vu le Palm Island à Dubaï, qui est une sorte de folie, une île en forme de palmier. C'est une sorte de néo-symbolisme du dattier. Oui, il y a une maladie terrible sur le dattier, donc qui est le bayoud. Et donc, moi, j'avais travaillé sur des palmeraies au sud Maroc, justement sur le bayoud. Et en fait, les personnes en fait, qui sont dans la région disent que les pèlerinages, à partir du moment où il y a eu des pèlerinages vers la Mecque, enfin, en Arabie Saoudite, il y a une intensification en fait, via la consommation et le relargage de graines, donc de palmiers dattiers qui venaient justement de cette région du Golfe vers le Maghreb et le Moyen-Orient. Donc j'aimerais savoir si vous avez des données réellement factuelles là-dessus. Et donc il était dit que en fait, le bayoud en fait, avait été transporté via ce processus. En fait. Et donc en fait, il s'était particulièrement développé sur des clones, parce qu'en fait, c'était pas n'importe quel clone qui était transporté, parce que c'était les meilleurs en fait, à consommer et qui étaient transportables, etc., par les pèlerins. Et est-ce qu'il y a des données en fait, écrites là-dessus? Moi, j'ai entendu la même chose, mais je n'ai pas de données précises là-dessus. Je ne sais pas si ça a été étayé par des études aussi
si ce sont des rumeurs, entre guillemets. Il y a aussi une idée de la diffusion de la phéniciculture vers l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, avec la conquête musulmane. Et probablement, le palmier dattier était peut-être cultivé avant, moi je pense. Mais bon, le problème, c'est qu'on a très peu de données anciennes d'Afrique du Nord. On a des données fragmentaires du Moyen-Orient, et comme ça, on penche beaucoup vers le Moyen-Orient actuel, mais on a très peu de l'Afrique du Nord. Oui, c'est une question additionnelle. Et pour le Levant strict, c'est-à-dire la zone Israël-Palestine, les attestations les plus anciennes, c'est quelle période? Les attestations plus anciennes, il y en a en Jordanie, donc ça c'est au 3e millénaire aussi. C'est à peu près la même époque que toutes les espèces fruitières, la vigne, l'olivier, ça développe. Il y a une sorte de boom de fructiculture, si on peut dire. La vallée du Jourdain, c'est le lieu. Sinon, il y a peu de données au Levant autrement. Moi, je travaille par exemple dans la bande de Gaza. Il n'y a pas de noyau de date, pratiquement pas de noyau de date. Et donc, à l'âge du bronze. Donc, c'est vraiment dans la vallée chaude et aride du Jourdain que ça se développe. Et on n'a pratiquement pas, très très peu au Levant en général. Le climat est moins adapté, évidemment. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour planter le palmier dattier en dehors de cette zone géographique, c'est-à-dire dans des zones, je ne sais pas moi, l'Australie Ah oui, bien sûr. Ah oui, évidemment. Maintenant, il y a évidemment des cultures de palmier dattier aussi sur tous les continents. Oui, oui, en Amérique, et Australie aussi, etc. Oui, donc il y a une diffusion récente, très, très récente. Et avec d'aussi bons résultats que dans la zone... Ça c'est une question plus agronomique. Oui, je pense qu'il y a une production. Alors, ce qui est important, c'est l'apport de l'eau. Évidemment, on dit, vous connaissez certainement tous l'adage du palmier dattier, il faut qu'il ait la tête au soleil et les pieds dans l'eau, donc il faut une irrigation, mais il faut qu'il fasse chaud et pas d'humidité pendant la fructification, sinon ça ne marche pas bien. Et donc, il y a une limite très claire vers le nord. Palmyre, par exemple, Tadmor en Syrie, c'est un peu la limite nord de la production de fruits du palmier dattier. Au-delà, ils peuvent pousser, mais les récoltes sont pas du tout, sont nulles ou peu importantes. Et c'est pareil dans la région méditerranéenne. Le palmier apparaît assez souvent dans l'iconographie dans la région égienne, par exemple, et au Levant, mais pas comme, c'est pas un arbre nourricier comme au Moyen-Orient, mais c'est plutôt une importance symbolique et d'ornement. Donc, il prend un autre rôle dans ces régions-là. Est-ce que ça peut s'adapter à la zone atlantique du bassin de l'Afrique centrale, s'il vous plaît? Alors là, il y a des cultures de dattiers, mais je ne sais pas jusqu'à quelle latitude. Alors, dès que ça commence à être humide, évidemment, ça s'adapte beaucoup moins bien. Ils essaient aussi d'adapter des variétés, évidemment, à des régions plus humides. Mais je ne sais pas jusqu'où. Il faut demander à un agronome mais je sais que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille sur ça, donc ils essayent, mais je ne peux pas vous dire, je peux pas vous répondre très précisément sur ça. N'aime pas l'humidité dans l'air, dans les pluies par exemple. Mais il faut de l'humidité, il faut une irrigation, il faut un apport d'eau par l'irrigation, mais il ne faut pas que l'atmosphère soit humide ou qu'il y a trop de pluie. Un dattier? Pas très très longtemps. Ils donnent fruit après 5-6 ans, je dirais, et ils vivent, je ne sais pas, 50, 60 ans, quelque chose comme ça. Et après, quand peut-être plus longtemps, mais ils ne donnent pas fruit très, très longtemps, je ne sais pas, jusqu'à 30, 40 ans, quelque chose comme ça. Après, souvent, on les élimine quand ils sont plus productifs.
Et on parle de la longévité du clone ou de la longévité de la tige? Je pense que c'est la longévité de la tige. Est-ce qu'on sait s'il y a des clones qui peuvent persister longtemps avec le bouturage? Ah oui, bien sûr, évidemment, oui, très très longtemps, évidemment. Oui, et alors là, là, je répondais sur l'individu plutôt. Oui. Mais après, le clonage, on parle des lignées qui ont plusieurs siècles, voire peut-être plus longtemps, qui peut être très 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 ancien. Et donc, on peut avoir certaines proximités, évidemment, ce que Amandine avait expliqué tout à l'heure, entre le progéniteur sélectionné pour ses fruits au début, et les générations, beaucoup de générations en aval, qui peuvent être donc pendant des périodes très longues. Donc ça, je ne sais pas quelle est la limite pour les périodes. Merci. Donc, en ce qui concerne les populations un peu occidentales, enfin, en Afrique du Nord, comment on peut interpréter c'est seulement manque d'études parce qu'on n'a pas de données en ce qui concerne l'ancienneté de la culture, ou est-ce qu'il faut le voir sous l'angle d'une introduction récente, notamment avec l'islamisation? Oui. Et deuxième chose, en ce qui concerne les palmeries, par exemple marocaines, ils sont très particulières par la dynamique au niveau des flux et de la diversité génétique, parce que c'est presque, il y a certaines palmeries qui fonctionnent comme des populations sauvages. Donc le nombre de pieds issus par semis est vraiment important. Donc surtout avec les phénomènes relativement récents en ce qui concerne l'abandon de certaines palmeries. Et on a une dynamique qui s'installe dans les palmeries, enfin, de ce type. D'ailleurs, il y a certaines variétés qui sont nommées comme ça. On parle par exemple d'une variété de dattier, on appelle Holt. Holt, ça veut dire mélange, c'est-à-dire qui correspond vraiment à des variétés populations qui, sur le plan génétique, ne correspondent pas à des lignées ou en tout cas, ils n'ont pas été canalisés par la multiplication asexuée. Merci. Oui, alors pour la première question, c'est clairement un manque de données. On a très peu de données des fouilles archéologiques, des périodes qui pouvaient être concernées. Il y a vraiment, au Maroc, il y a très peu d'études archéobotaniques, et pas pour les périodes qui nous intéressent, donc pour cette question-là, évidemment. En tant qu'archéobotaniste, on est tributaire des programmes de fouilles qui s'intéressent souvent à d'autres choses que nous intéressent. Moi, j'aimerais bien qu'on fouille des sites néolithiques très anciens, en Irak du Sud, par exemple, pour les questions de dattier, mais bon, ça ne se commande pas, évidemment, pour toutes sortes de raisons. Alors, deuxième question, oui, il faut savoir qu'il y a des palmeraies de toutes sortes. Il y a multiples variantes de palmeraies, des palmeraies qui sont très entretenues avec un contrôle génétique, entre guillemets. Je parle des palmeraies traditionnelles, pas les traditionnelles, comment dire, les palmeraies actuelles, plus industrielles. Donc, il y a des qui sont très entretenus avec un contrôle génétique, une gestion très, très suivie. Mais il y a des palmeraies aussi qu'on peut appeler des palmeraies de cueillette, par exemple, où il y a des populations qui sont transhumants et qui cueillent les dattes quand ils passent et qui ne sont pas là toute l'année. Et des palmeraies qui sont abandonnées, évidemment, et où le palmier retourne très facilement à un fonctionnement spontané, un fonctionnement sauvage. Merci, Margareta. Une question encore. Encore une question ? Et encore une question. Si on a le temps. Oui, deux petites questions. Peut-être la première, je trouve qu'on a beaucoup parlé de domestication, mais sans vraiment la définir. Donc j'aimerais un peu que vous nous disiez ce que vous entendez par domestication. On a parlé de culture, de cueillette. Enfin, à partir de quel moment on parle de domestication avec cet exemple ? Et puis ensuite, je suis frappé par la ressemblance entre vos deux exposés. Moins 6000, si je ne m'abuse, vous parlez tous les deux de cueillette. Et puis après, on est sur une phase de domestication avec deux stocks de population, Est-Ouest, bon, même avec vos critiques méthodologiques, effectivement, peut-être. Mais qu'en est-il du cortège floristique, en fait, autour des palmeraies ? C'est-à-dire que là, on a des présentations très bien identifiées avec des genres, avec des espèces. En d'autres termes, est-ce qu'on a des lieux où on a justement le palmier dattier, l'olivier, vous en avez parlé un petit peu, les graminées, le blé, qui sont cultivés ensemble ?
Est-ce que ce sont des choses qui sont favorisées par l'homme? Comment, justement? Voilà. Ah oui, les palmeraies sont des endroits complètement anthropiques, anthropisés. Et il y a des associations de plantes cultivées, mais il y a aussi des associations avec des adventices, par exemple, et qu'on connaît très très mal. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui serait très intéressant de voir quels sont les cortèges d'adventistes qui se développent dans ce type de milieu et si on peut les reconnaître archéologiquement, si on peut avoir ces cortèges-là. Alors, l'archéobotanique, son plus grand problème, c'est la préservation, parce qu'il y a plein de filtres qui fait qu'on a une partie de la formation seulement. Mais c'est une problématique qui est importante et qui serait très intéressante à développer. C'était ça de domestication. Ah oui, évidemment, c'est très difficile et on a tout ce qui fait. Oui. En plus, c'est pareil entre l'olivier et le dattier, parce qu'on a aussi un continuum entre la multiplication par graines jusqu'à la multiplication végétative. On trouve vraiment toutes les formes. Excusez-moi, toutes les étapes intermédiaires encore aujourd'hui. Il suffit d'aller dans le nord du Maroc ou même en Chypre, on trouve des endroits où on exploite encore les oliviers sous forme de cueillette. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit, à mon avis, ça doit dépendre un petit peu à chaque fois des. Il y a toujours une phase de sélection qui s'opère quand même. L'homme, il doit quand même là-dedans déjà choisir les arbres les plus intéressants, donc peut-être maintenir ces arbres-là en premier lieu. Il y a déjà quand même une phase de sélection. Mais pour moi, la domestication proprement dite, c'est plutôt là où, quand on passe vraiment de la mise en verger, dans la multiplication végétative des arbres les plus intéressants. Donc ça, je dirais que c'est la phase ultime. Nous, on parle en archéobotanique de culture plutôt quand on a multiples restes, quand on a aussi du bois, quand on parle des espèces fruitières, et quand on a la culture des espèces en dehors de leur ère de domestication, de leur ère des progéniteurs sauvages. Après, ce qui est très difficile, et ça c'est le gros problème avec les espèces fruitières, les arbres fruitiers, c'est que morphologiquement, la différence entre sauvage et cultivé est très difficile. Il n'y a pas les céréales, c'est beaucoup plus facile, il y a une différence, mais même là c'est complexe, mais dans les arbres fruitiers, il n'y a pas une limite nette entre ce qui est sauvage, cultivé. Les cultivés sont très proches des sauvages encore, parce que l'intervention humaine, on intervient sur le cycle de reproduction de façon à ne pas altérer le fonctionnement de l'arbre. Moi, j'aime bien rappeler la définition du dictionnaire à mes étudiants, qui est très claire sur une définition qui, elle, n'est pas claire. L'idée, c'est de domestiquer une espèce dont on maîtrise la reproduction. Et évidemment, c'est une discontinuisation du réel, puisque en réalité, on part d'un processus où on ne maîtrise rien du tout, et on avance de plus en plus vers une maîtrise complète de la reproduction. Et finalement, quand cette maîtrise complète est acquise, on a tous les traits qui étaient soulignés là, qui apparaissent. Diffusion de leur d'origine, plus grande utilisation, plus grande production. Bon, alors en fait, cette définition-là, elle est propre sur le papier, et domestiquer une espèce dont on maîtrise la reproduction, je ne sais pas si vous l'achetez, mais en tout cas, dans la réalité, après, c'est difficile, c'est un peu comme l'ennui, l'amour, ou des choses comme ça ne tombe pas dessus tout d'un coup. Si, des fois, ça arrive que le franchissement se fasse en une étape, mais on peut en mesurer les effets, et souvent c'est une transition progressive, ce qui fait qu'il est difficile de dire à quel moment on franchit le pas. Par contre, dans des situations extrêmes, il est très clair qu'on est en régime non domestiqué de cueillette ou en régime domestiqué de récolte.